Donc, c'est ce qu'on appelle un embrayage centrifuge. Centrifuge, c'est-à-dire qu'il va utiliser la force de centrifugation, donc la force centrifuge. L'idée, c'est le type d'embrayage que vous avez sur vos mobylettes scooters. C'est quand vous êtes au feu rouge sur votre scooter, et vous freinez un peu, mais votre scooter n'avance pas. Pourtant, votre moteur thermique continue à tourner. Or, quand vous êtes au feu rouge avec une voiture, alors une voiture avec un passage de vitesse manuel, contrairement aux voitures automatiques, là vous êtes au point mort. Donc, ou alors vous débrayez, appuyez sur la pédale de débrayage. Si vous ne faites pas ça, vous calez. Là, vos scooters, ils calent pas. Pourquoi? Et bien parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce type d'embrayage entre le moteur et la transmission par chaîne ou par courroie à votre roue arrière, qui fait que si le moteur thermique ne tourne pas assez vite, vous avez les billes qui vont sur votre... Alors les billes ou les galets, ça dépend des technologies, mais les billes, elles vont avoir une force centrifuge qui va être assez faible, et ce ressort-là va repousser donc la pièce 3 là, et avec cette surface qui est conique ici, ça va pousser les billes vers le bas. Donc ça, c'est si le ressort est le plus fort. Quand vous allez accélérer, vous allez avoir une force centrifuge qui va être plus importante, qui va essayer d'écarter les billes, et ce qui va pousser, qui va venir écraser le ressort, et on va venir ici en contact à cet endroit-là, et donc transmettre le mouvement qui vient du moteur par ici à une poulie pour entraîner la chaîne ou la poulie. D'accord? Si le ressort est plus fort que l'effet centrifuge, et ici vous avez un jeu. Et donc vous n'avez pas la transmission de puissance. C'est bon? Donc vous avez vu que sur les billes, ce qui est important, c'est que ici vous avez une paroi conique. Ok? Je ne vais pas vous refaire tous les calculs, on va dérouler un peu le corrigé. Si on isole les billes, donc on vous dit qu'il y a 8 billes, si on isole les billes, en fait vous voyez que la bille, elle est à cet endroit-là, ici, dans une sorte de gouttière en V, donc ici avec deux contacts, un ici, et ici sur une surface conique avec un contact ici, d'accord? Donc on va pouvoir écrire qu'on a deux efforts ici, et un effort comme ça, qui s'exerce sur la bille, et donc vous avez ici l'effort en A, l'effort en B, et l'effort en C. Donc là, les trois efforts de contact. À ça, il faut rajouter, comme on est dans un mouvement dynamique, la force liée à l'accélération centripète, donc l'accélération centrifuge. L'accélération dans un mouvement de rotation uniforme, elle est elle est dirigée vers le centre du mouvement, donc ici suivant moins U, et c'est égal à donc V carré sur R, c'est-à-dire R θ point carré. C'est bon? Après vous projetez, vous pouvez en déduire que l'action de la 3 sur la bille, c'est du mr θ point carré. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc si vous projetez ça, alors après on va projeter sur X. Pourquoi est-ce que ici je vous demande la projection sur X? Parce que regardez, si je reviens à la page précédente, d'accord, si j'efface tout ce que j'ai écrit là, je vais avoir 8 billes, d'accord, vous imaginez bien que les 8 billes, elles vont être réparties, une comme ça, 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 une comme ça. Donc en fait, vous allez avoir des paires. Celles-ci, elles sont face à face, celle-là face à face, celle-là, et ainsi de suite. Ok? Donc, si on considère, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'effort de la bille sur 3. Parce que, toujours, encore une fois, c'est ce contact-là. Et en gros, je vais avoir soit le ressort qui va être assez fort pour relâcher le contact, soit c'est la bille qui va être plus forte et qui va exercer un effort normal. Donc si je reprends mes billes avec un effort de par 2, on a dit j'ai une composante sur X que j'ai déterminée, et j'ai une composante ici sur alors ici c'est Y, mais en fait sur U, d'accord, sur U là, d'accord. Mais sur celle-là, regardez, par symétrie, je vais avoir la même composante sur X et la composante sur U opposée. Donc en fait, les billes 2 à 2,
la composante sur U, elle va s'annuler. D'accord? Cette composante-là, elles vont s'annuler 2 à 2. Donc ça, c'est important parce que quand on va faire maintenant, quand on va isoler donc ma pièce 3, donc la pièce 3, c'est, encore une fois, c'est ce cône de friction. Quand je vais l'isoler, regardez, je vais dire que j'ai l'effort des billes sur 3. J'ai 8 fois, donc 8 billes, mais je prends uniquement la composante sur X, puisque les composantes sur U vont s'annuler 2 à 2. D'accord? Alors après, je vous dis que le moment en haut est nul. Alors ça c'est pareil, il faut réfléchir de manière symétrique, regardez. Si je reprends ici. Le moment, nous on a dit, on a une force ici. Donc si je me mets ici, regardez, je vais avoir cet effort-là. Cet effort-là va créer un moment autour du point haut. Mais cet effort-là va créer un moment qui va le compenser. Donc 2 à 2, les moments vont se compenser. Alors pourquoi ça s'annule sur U? Bah là, on voit l'écran, regardez. La composante, l'effort de la bille sur 3, ici, elle va avoir une composante sur U positive. Et la bille opposée, elle va avoir une composante sur U égale, mais opposée. Donc ces deux composantes vont s'annuler. Et de la même façon, les deux moments, donc là, ça va me créer un moment négatif, là, ça va me créer un moment positif. Les bras de levier sont les mêmes, les normes des forces sont les mêmes, donc les deux moments vont s'opposer. Donc les deux moments vont s'annuler, pardon. Donc les deux moments vont s'annuler, et ça va être ça pour chaque paire de billes. D'accord? Donc au point haut, en fait, assez vite, on va pouvoir dire que les billes, eh ben, c'est comme si on avait juste un effort de 8 fois la composante sur X en haut. 1 sur 3, c'est une glissière, donc j'ai un torseur que je ne connais pas. Je l'exprime direct en haut parce que je peux l'exprimer à n'importe quel point. L'effort du ressort, on vous dit qu'en haut, il vaut moins 100 newtons. Et l'effort de 2 sur 3, bah, je ne le connais pas. C'est l'effort qui est transmis par la surface conique. D'accord? Donc je sais que à l'équilibre, la résultante de 2 sur 3 projetée par x, bah, ça va être cette composante-là plus cette composante-là. Là, il faut qu'on définisse l'action mécanique élémentaire. Donc on va avoir, regardez, entre les deux cônes, donc on va travailler sur la surface conique. Hein, donc on va travailler sur cette surface-là. Hein. Si on se place en un point M, ici, qui est le point M ici, on va avoir une réaction qui va être normale. Donc normale ici. Pardon, une réaction normale. Et on va avoir une réaction tangentielle, liée à l'adhérence. D'accord? Il est comme ça. Donc ici comme ça. Ok? Donc l'action mécanique élémentaire, si vous voulez, l'action mécanique élémentaire de 3 sur 2, c'est ça? Je vais l'exprimer comme étant F au point M ds. D'accord? Avec tout de suite, on va pouvoir dire que Fm, c'est égal à la pression fois la normale. Donc ça, c'est l'action de contact qui est liée au contact ponctuel ici, plus à la limite du glissement, hein, toujours pareil, hein, il faut pas oublier ça, à la limite du glissement, les lois de Coulomb nous disent que la réaction tangentielle c'est F fois P. Donc encore une fois, on est à la limite du glissement. Ok? Ensuite, je vais avoir besoin d'exprimer ds. Mais avant d'exprimer ds, je vais exprimer le vecteur OM. Alors, mon vecteur OM, je vais dire que mon point haut, regardez, je vais l'écrire ici, mon point haut. Mon point haut, il est là. Oh, il est là. Je vais dire que ce rayon-là, c'est R1. Ce rayon-là, quand j'ai fini le cône, donc ici, c'est R2. Pardon. R2, d'accord? C'est bon ça?
Donc mon vecteur OM, je vais dire que c'est ça plus ça. Donc ici, je peux dire que j'ai un point XM, ici j'ai un petit R. Donc a priori, je peux dire que mon vecteur OM, regardez, j'ai du XM porté par X, plus du R porté par mon vecteur K. C'est ça, c'est K, hein? Oui, K. Le problème quand je fais ça, regardez, j'ai un paramètre variable ici, qui est mon XM, j'ai mon petit R qui est variable, et là-dedans, en fait, de cacher, j'ai du θ. Donc là, je suis en train d'utiliser 3 paramètres pour décrire une surface. Or, je vous ai toujours dit, quand on décrit une ligne, on a besoin d'un paramètre variable. Une surface, on a besoin de 2 paramètres variables. Et dans l'espace, donc un volume de 3 paramètres. Donc là, j'ai un paramètre de trop. Et en fait, ce qui est important de bien voir, c'est que XM et R, ils sont liés. Ok? Ils sont liés comment? Bah, ils sont liés par cet angle bêta là. Quand je me déplace de X, R il diminue. Quand X augmente, R diminue. Ok? Et vice versa. Donc comment on va faire? Ben, on va aller regarder un peu plus près là ce qui se passe ici. Regardez. Je vais faire ça en bleu. Et je vais tracer un petit triangle rectangle ici. D'accord? Donc ici j'ai R. Hein. Donc ça, ce petit côté là, c'est du R1 moins R. Cette distance là. Cette distance là, c'est mon XM. Hein. Ok? Bah, je fais un petit peu de trigo et je vois assez vite que R1 moins R divisé par XM, c'est égal à tangente bêta. D'accord? Donc, je vais pas dire que OM c'est du XM porté par X et du R porté par K, je vais dire que pardon, encore un peu, que mon XM, que mon OM, pardon, c'est du R1 moins R, donc j'ai dit R1 moins R sur tangente bêta, porté par X, plus du R porté par K. J'aurais pu faire pareil en gardant du X, hein, en gardant le X plutôt que le R. Hein. C'est la même chose. Donc après, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que j'ai choisi comme paramètre variable X, R et θ. Donc je n'oublie pas de dire que R, il va varier entre R0 et R1. Que θ, lui, il va varier entre 0 et 2π, ou entre moins π et π, hein, comme vous voulez. Hein. Et maintenant le ds. Le ds, on va regarder ce qui se passe, en fait, pour obtenir mon ds, si vous voulez, vous allez faire varier θ. D'accord? Donc si je fais varier θ, pardon. Si je fais varier θ, donc de dθ, je vais parcourir ici un arc de cercle. Cet arc de cercle là, c'est du R dθ. Et si vous faites maintenant, regardez, varier le R, ça va vous faire varier ici, alors je vais mettre en jaune, je sais pas si vous allez varier ici sur du DL. D'accord? Mais ce DL là, en fait, il est là. Et il va varier en fonction d'un petit DR qui va lui varier comme ça. Donc si je reprends, regardez, j'ai un DR qui est comme ça. Un DL, grosso modo, qui est comme ça. Et j'oublie pas que, ici, j'ai du bêta. D'accord? Donc en fait, je me rends compte que le DL qui m'intéresse, il vaut DR sur sinus bêta. Donc vous vous retrouvez avec un petit élément de surface qui vaut donc mon DL, DR sur sinus bêta,
fois mon petit arc de cercle, donc mon R dθ. Est-ce que c'est bon?